Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite scolaire des jeunes et la réussite en général. C'est pas obligé d'être scolaire, réussir. Notre but suprême, amener chaque jeune ou chaque personne le plus loin possible dans son potentiel. Pascal Binette et c'est avec beaucoup de plaisir que j'animerai cette émission. Avec moi aujourd'hui, de la visite rare, qui est là, son 4e épisode avec moi, Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Bonjour! Hey, merci d'être là. Ça fait plaisir, T'es contente de te retrouver. Ben, t'es gentil de ne pas m'avoir laissé tomber à jamais. Non. On a fait 2 épisodes. En tout cas, je suis pas prêt à parler. Là, je suis trop ému de te voir. Je suis content de te revoir. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir la docteure Joanne Elsner, qui s'est donné la mission de sensibiliser les gens et les décideurs quant aux bénéfices d'un aménagement urbain orienté vers la santé globale. Entre autres, avec la fondation de l'initiative Ça marche doc, mais également en cofondant et présidant l'organisme Santé Urbanité et en initiant l'événement cycliste Ça roule doc. De plus, parce qu'il lui reste un peu de temps libre, elle est aussi cofondatrice de Prescrit Nature et elle est médecin vétérinaire de formation. Merci, Joanne, d'être avec nous. Mais merci de l'invitation. C'est super plaisant. J'adore. C'est une longue introduction quand même, hein? Tout à fait. Ben, écoutez, avec le temps qui passe, on finit par accumuler des réussites. Expériences. C'est ça, des réussites, des succès. Ben, on va commencer en vous présentant pour que les gens puissent découvrir qui vous êtes. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours, peut-être à partir de la pratique de la médecine vétérinaire jusqu'à vos nombreuses implications aujourd'hui, dont Prescrit Nature? Ben, écoutez, je remonterais peut-être plus loin que ça. Peut-être mon parcours au primaire, où je suis née à Richelieu, qui est un petit village sur le bord de la rivière Richelieu, en face de Chambly, personne ne connaît. C'était minuscule à l'époque, mais on avait une belle petite école de village avec des arbres dans la cour. Et je me souviens, j'étais étudiante et je regardais dehors les arbres, la nature du village, et ça me faisait un grand bien en tant qu'étudiante. Et un jour, les années ont passé et je me suis retrouvée à la polyvalente de Saint-Jean-sur-Richelieu, nouvellement construite. Où j'ai enseigné. Où vous avez enseigné. Ah, oh, wow! Et c'est immense, c'est une immense école. C'est une immense école et au tout début, je pense que ça s'est amélioré depuis, mais au tout début, c'était une immense bâtisse de béton avec une immense cour d'asphalte pour les autobus qui arrivaient et 2-3 brins de gazon, avec beaucoup de classes qui n'avaient pas de fenêtres sur l'extérieur. Et les classes qui avaient des fenêtres sur l'extérieur, c'était des fenêtres, si vous voulez, à l'horizontale, qui étaient placées en hauteur. Des fenêtres de prison. Des fenêtres de prison, effectivement. Oui. Et là, j'ai eu un choc, vraiment, et j'ai perçu, sans vraiment comprendre, si vous voulez, sur une base scientifique, j'ai perçu dans ma vie comment c'était important, ce contact avec la nature au quotidien. Et ça m'a toujours habité, placé en quelque part, si vous voulez, au fond de moi. Les années ont passé, je suis devenue médecin vétérinaire, j'ai fait une carrière de médecin vétérinaire et j'ai rencontré en cours de route mon conjoint actuel qui est ingénieur forestier, qui est représentant des États-Unis, du Canada aux Nations Unies. Je suis allée avec lui il y a à peu près 20 ans, quand mes enfants étaient de jeunes bébés, à une conférence qui était donnée par un expert en climatologie qui venait de gagner le prix Nobel de la paix. Il faisait partie de ce qu'on appelle le groupe GIEC et qui parlait des changements climatiques et qui nous a comme présenté presque, si vous voulez, la fin du monde, alors que moi, je venais de donner naissance à 2 jeunes enfants et j'ai eu un choc. Et après lui, il y a eu le président de l'Association des architectes d'Europe qui est venu présenter des solutions. Et les solutions, après, il y a eu d'autres conférenciers et j'ai compris que les solutions
qu'il présentait étaient des solutions qui étaient aussi génératrices de santé, qui étaient créatrices de santé. Une des principales solutions qu'on appelle une solution d'adaptation au changement climatique, c'est le verdissement de nos villes. Puis une des principales solutions qu'on appelle de mitigation, donc de lutte au changement climatique, c'est de changer la façon dont on se déplace en ville parce que présentement, on se déplace à l'énergie fossile et les transports au Québec, ben, ils mettent 43 des gaz à effet de serre, là, du CO2. C'est un discours assez nouveau à l'époque quand même, si on se ramène 20-25 ans en arrière. Oui, tout à fait. Puis je me souviens quand je suis revenue avec mon mari à Québec, je lui ai dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'individu parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour mes enfants. Alors, je me suis tournée vers le verdissement urbain. J'ai rencontré un médecin en santé publique, Dr. Pierre Gosselin, avec qui on a parti plusieurs initiatives. La première, ça a été Milieu de vie en santé et ensuite Ça marche doc, où on a fait, si vous voulez, des marches éducatives avec un professionnel de la santé à chaque samedi matin pour justement parler de ces liens-là entre la santé et l'aménagement urbain. Mais on a fait aussi une 50aine d'émissions télévisées sur ma TV. On a fait une 40aine de chroniques radiophoniques à Radio-Canada à Québec. À ce moment-là, promouvoir la marche. Je veux dire, simplement la marche, non? La marche, c'était, si vous voulez, c'était une façon de rassembler les gens, une façon aussi de leur faire acquérir de saines habitudes de vie, mais aussi de découvrir leur milieu et de comprendre que c'est facile de dire à quelqu'un « va marcher ». Mais va marcher, s'il n'y a pas de trottoir, tu vas marcher où? Si tu dois traverser 3 boulevards où il n'y a pas de feu piéton et qu'à chaque fois tu risques de te faire écraser, ou si le parc à côté de chez vous a des beaux sentiers mais il n'est pas déneigé l'hiver, tu vas marcher où? Donc, c'est important de prendre conscience de cette dimension-là d'urbanisme qui fait en sorte que quand c'est bien fait, quand c'est bien aménagé, ça t'incite à marcher. Puis toutes les études médicales le démontrent, si on demeure à côté d'un espace vert, on a plus de chances de marcher parce que l'espace vert, c'est attrayant pour un humain. Puis on l'a vu durant la pandémie. Ça a été comme notre valeur refuge en pandémie, les espaces verts. Et dans une ville, malheureusement, ils ne sont pas répartis de façon uniforme. C'est-à-dire que souvent, les plus riches ont des espaces verts. À Québec, les plus riches demeurent près des plaines d'Abraham. Les plus pauvres demeurent dans des quartiers qui sont dépourvus d'espaces verts le plus souvent. Donc, une équité aussi à rétablir. Donc, ça marche doc, c'est oui, marcher parce que c'est une saine habitude de vie, parce qu'il faut faire nos 30 minutes d'activité physique par jour, parce qu'il faut faire nos 10 000 pas par jour, mais aussi c'est pour ça le côté éducatif, c'est pour prendre conscience de comment on aménage nos villes en rapport à notre santé. Donc, c'est du travail de lobbying auprès des villes, surtout, c'est beaucoup les villes, mais... C'est auprès des différents paliers gouvernementaux, là, parce que, évidemment, à nos marches, on invite les députés provinciaux, fédéraux, les conseillers municipaux, les maires. Donc, oui, on essaie de leur faire prendre conscience et l'événement, ça roule. Il n'y a pas juste des rues pour les voitures. Il y a des rues pour les humains. Exact. Et que la ville, elle doit être bâtie pour les humains qu'on a des façons de se déplacer qui sont plus saines que l'auto. C'est-à-dire que quand on marche, on fait de l'activité physique. C'est super bon pour la santé. Quand on se déplace en vélo, on fait de l'activité physique. C'est super bon pour la santé. Quand on prend le transport en commun, on fait de l'activité physique parce qu'il faut se rendre jusqu'à l'arrêt d'autobus. Il faut en revenir. Fait qu'il y a des études qui évaluent que les gens qui prennent le transport en commun, ben, ils font environ entre 20 et 25 minutes d'activité physique par jour, tout en n'en prenant pas conscience. Hein? Souvent, on voit pas sur notre santé. C'est ça, on voit pas cette dimension-là, mais je veux dire, les études le démontrent. Ces gens-là font de l'activité physique. C'est 4-5 heures. C'est ça, exact. Puis,
ça a un impact sur leur santé parce que ces gens-là, ils souffrent moins de surpoids, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, juste parce qu'ils font leurs 20-25 minutes de marche par jour. Puis en plus, évidemment, le transport en commun, ben, ça permet de réduire les émissions de CO2. On a dit que le transport, c'est le principal responsable d'émissions de CO2. Mais dans nos villes, c'est un émissaire significatif de polluants atmosphériques. Puis, tu sais, je pense qu'à Noranda, vous êtes conscient du problème de la pollution atmosphérique et des impacts sur la santé. Oui. On sait qu'il y a des émissions industrielles qui causent des impacts sur la santé, mais dans nos villes, le transport automobile est un émissaire significatif de polluants atmosphériques. Donc, si on est capable de faire passer, une partie importante de gens, de l'auto vers le transport en commun, de l'auto vers le vélo, juste de l'auto vers la marche. Une voiture au lieu de 2, ça peut être un bon début. C'est ça. On est capable de réduire notre niveau de polluants atmosphériques. Ça nous permet de travailler sur une des sources. Évidemment, je veux dire, il faut travailler sur toutes les sources significatives, donc les émissions industrielles. Souvent, dans nos villes québécoises, il y a le chauffage au bois aussi, qui émet des polluants de façon significative, là, mais il y a des effets collatéraux extrêmement bénéfiques pour nous, les humains, pour les enfants, les adultes, les grands-parents, de penser à bien aménager nos villes pour qu'elles deviennent créatrices. Avoir des pistes cyclables, avoir des trottoirs, comme vous disiez tantôt, qui sont grattés l'hiver ou qui sont en état pour marcher. Nous, on a une belle piste cyclable qui fait tout le tour du lac aussi. On peut utiliser des traverses, des passerelles, des parcs. Les parcs aussi, déneigés. Oui, c'est ça. Là, ça prend un réseau de parcs. L'Organisation mondiale de la santé recommande que chaque citoyen demeure à au plus 300 mètres de marche d'un parc. D'au moins 0,5 à 1 hectare. Donc, pas un petit mouchoir de poche. Là, mais tu sais, un parc, on veut avoir, si vous voulez, comme une pleine conscience de la nature. Donc, ça prend quand même une bonne dose de nature. Mais aussi, si on veut en même temps faire de l'activité physique, ben, il faut être capable de marcher dans le parc suffisamment pour faire quelques milliers de pas. Jouer au frisbee, faire un pique-nique. C'est ça. Exact. Oui. Exact. C'est pas obligé d'être du sport élaboré. Non, c'est ça. C'est pas toujours le jogging. Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, je veux dire, la nature a un effet bénéfique, même si on ne bouge pas. Juste de regarder un arbre, ça fait baisser notre taux de cortisol, qui est l'hormone de stress. Donc, on regarde un arbre, puis après 20 minutes, notre niveau de stress a baissé. Donc, on n'est pas obligé de courir dans le parc ou de marcher. Ça commence à être pas cher, ça commence à être accessible. C'est ça, ça commence à être accessible, ça commence à être bénéfique pour tout le monde. Même, je veux dire, même les gens qui sont handicapés, qui ne peuvent pas courir, qui ne peuvent pas marcher, ben juste d'aller... relaxer. D'aller relaxer. Puis même, je veux dire, il y a ce qu'on appelle un spectre d'immersion. Donc, dans un parc, dans la nature, on voit la nature, on sent la nature, on entend la nature, donc ça touche à plusieurs sens. Et puis, il y a les arbres qui excrètent des substances chimiques qu'on appelle des phytoncides, qui sont extrêmement bons pour nous, qui nous permettent d'améliorer l'efficacité de notre système immunitaire. Donc, il y a plein de bénéfices. Mais on ne peut pas passer nécessairement toute notre journée dans le parc. Donc, d'être à son bureau ou dans sa classe d'école et de voir des arbres, ça a un effet bénéfique. Et les études, je vous ai parlé que... On l'a vu autant dans les milieux de travail, le lieu de travail, parce que on regardait les édifices gouvernementaux, vous décriviez tantôt le cube de béton, c'était ça aussi, les édifices provinciaux surtout, mais également les écoles. Moi, mon école est en rénovation en ce moment, puis c'est la première chose qu'ils ont faite. On a passé de... Tu sais, vous aviez les fenêtres comme ça. Nous, on avait les petites fenêtres de prison comme ça. Ça avait l'air des fenêtres de château là, pour les archers qu'on avait. Puis là, ils ont changé ça pour des immenses fenêtres partout. Ça va être magique, ça va être magnifique. Pour tout le monde, ça va être magnifique. On a une forêt en face qu'on ne pouvait pas voir aussi. C'est ça. Ça va être ça, là, c'est absolument fantastique
pour les enfants. Ça permet si vous voulez, de diminuer leur fatigue mentale. Parce que quand on apprend, tu sais, je veux dire, c'est fatigant pour le cerveau. Donc, ça permet de diminuer leur fatigue mentale. Ça permet si vous voulez, de diminuer leur stress, leur anxiété. Ça permet pour ceux qui souffrent de TDAH, ça permet de diminuer la sévérité de leurs symptômes de TDAH. Et ça augmente leur performance scolaire et le taux de diplomation. Ben, Seigneur. C'est vraiment quelque chose de... Tout ça parce que tu es bien dans le lieu d'enseignement aussi. C'est plus ça. accueillant. C'est ça, ça diminue les comportements agressifs chez les enfants, les comportements déviants chez les enfants. Ça diminue l'intimidation si c'est couplé au fait de se déplacer vers l'école à pied ou à vélo, donc en transport actif. Donc, c'est extrêmement bénéfique pour les enfants. C'est extrêmement bénéfique pour le personnel enseignant, la direction, le personnel de soutien, parce que, encore là, les études démontrent que les travailleurs qui travaillent dans un milieu où il y a une exposition à la nature, que ce soit une plante à l'intérieur ou encore mieux une vue sur la nature extérieure avec la lumière naturelle, ça augmente la productivité au travail, ça diminue la fatigue mentale au travail, ça augmente l'énergie pour travailler, le sentiment de force, le sentiment d'être en contrôle. Ça diminue l'absentéisme au travail. C'est important, ça, pour... Surtout l'hiver, l'automne, on rentre au travail, il fait noir, on ressort, il fait noir. Si tu as une belle grande fenêtre au travail... Au moins que tu as vu quelques rayons. Au moins avoir un peu je sais pas, de vitamine E. Oui, puis de lumière bleue. Parce que, vous savez, dans notre corps, on a une hormone... on a une hormone, oui, qui gère notre cycle biologique, ce qu'on appelle le cycle circadien, c'est-à-dire que on a le matin, on se réveille, et là, on a notre période d'éveil, et le soir, avec notre horloge biologique, on s'endort, et on dort une bonne nuit, et on se réveille le lendemain matin. Et ce qui, si vous voulez, qui est un facteur extrêmement important pour régler cette horloge biologique-là, c'est l'exposition à la lumière naturelle, à la lumière bleue. Donc, si on est capable d'avoir le matin, puis dans notre journée éveillée, d'avoir une bonne dose de lumière bleue, ben ça remet notre pendule à l'heure et ça fait en sorte... un bon café sur la galerie ou même ça. Devant une fenêtre en regardant dehors, il y a quelque chose de... Il y a un beau matin, ça. C'est ça, là. Puis, je veux dire, quand on le fait, puis après ça, on fait une introspection, on voit l'énergie que ça nous donne. Puis là, on part pour la journée, puis on part du bon pied, puis on a envie de rencontrer les gens, on a envie de travailler, on a envie de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Donc, c'est sûr que les gens disent « Ah, la lumière bleue, c'est néfaste. » C'est néfaste le soir quand on allume notre ordinateur, notre écran. Ça génère la lumière bleue. Puis là, c'est ça. Puis là, ça vient débalancer notre horloge biologique. Mais le matin, c'est super bon. Donc, le petit café sur la terrasse dehors, en plus, on s'habille. C'est ça le bonheur. Hein, c'est ça. Même l'automne avec une petite laine, effectivement, il y a de quoi de bien agréable. C'est ça. Puis même à moins 20, avec un gros manteau de plumes. Je veux dire, c'est sûr que ça demande un petit peu plus de courage, peut-être. Mais une fois qu'on le fait, on se dit « Wow, j'en ai besoin. J'y retourne. » Ça fait du bien. Ça fait du bien. Même le froid le matin, marcher l'hiver, il y a un petit... monsieur, c'est comme aller au spa, prendre la douche froide. Oui, c'est ça. Il faut juste apprendre. C'est ça, un des objectifs aussi de sa marche doc, c'est que la plupart des gens marchent l'été, mais il y a 64% des Québécois, des Canadiens qui, l'hiver, ils ne font plus rien parce que, bon, c'est l'hiver. Donc, on se déplace d'un lieu à l'autre le plus rapidement possible. C'est ça, mal habillé.
Ouais. Hein? Donc, nous, les marches, on commence à la fin septembre jusqu'à la fin mai. Donne rendez-vous à tous les samedis matins, 10 heures, beau temps, mauvais temps. Donc, il pleut, on s'amène un parapluie, on a nos bottes de pluie, on écoute le professeur de la santé, il nous parle pendant 2-3 minutes d'une thématique médicale en lien avec la façon dont on aménage notre ville. Après ça, on part marcher, on jase avec les gens avec nous. Souvent, on fait la marche dans un parc. On arrive à la fin de la marche. Le temps passé, on ne s'est même pas aperçu. On est bien parce qu'on est à l'abri de la pluie avec notre parapluie. La même chose l'hiver. Des bonnes bottes, des bons souliers, des C'est bons ça, manteaux. l'hiver, on apprend. C'est ça, on a des gens qui viennent faire des démonstrations de vêtements. Voici comment s'habiller l'hiver. Prenez un petit truc avec du mérinos, plusieurs épaisseurs. Comme ça, vous pouvez en enlever une si vous avez trop chaud, vous en remettez une si vous avez trop froid. Des bonnes mitaines, des bonnes bottes, des crampons. Si on a peur de glisser, une tuque. Et puis, bien habillé à moins 20. C'est encore le grand bonheur parce que là, on a encore plus de lumière bleue. Pourquoi? Parce que le reflet de la neige. La neige, c'est ça. La neige reflète la lumière bleue dans nos yeux et on a une super dose de lumière C'est vrai que bleue. l'hiver, après un congé, on voit plein de... C'est beaucoup ici en Abitibi, on a beaucoup de pêcheurs sur la glace. Ouais. On dirait que les gens reviennent du sud, il y a un bronzage, tu sais, ils enlèvent, ils ont l'air d'un raton laveur avec leurs lunettes de... Parce qu'ils ont pris du soleil. Oui. Puis il y a quelque chose de... C'est ça, là, tu fais... quelque chose de beau. T'as un loisir, mais t'as quelque chose de... Ça fait du bien d'aller passer la journée sur le lac. Parce que t'as... C'est ça, ouais, je pense que c'est... On jase sur le lac avec un petit café Baileys, là. Je sais pas. Puis peut-être que t'as un petit poisson, puis... Ouais, c'est ça, puis que tu vas faire ta ton petit repas mais, le soir. Ouais, mais c'est intéressant ce que vous nommez aussi au niveau de comment s'habiller, tu sais, parce que c'est un enjeu, des fois, de faire comme, non, l'hiver, on va plus tellement dehors, mais... Ouais, puis pourtant, on est en Abitibi quand même. C'est sûr qu'on les connaît, nos hivers, mais des fois, c'est ça, on se dit, non, je peux pas y aller, je sais pas comment trop m'habiller, mais... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut se renseigner. Tu sais, c'est un peu une science, là. Ouais. Mais on finit par savoir, il fait moins 20, c'est ce manteau-là que je mets, ces mitaines-là que je mets, ces bottes-là que je mets. Il fait moins 10. Ah, je change un petit peu. Ouais. Voici ce que je mets, là. Puis, on a un petit kit qui est préparé, soit dans un sac à dos ou dans notre tête. Ouais. Puis, on part avec ça. Sac à dos avec des mitaines de rechange. Ben oui, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ça se peut qu'on ait froid les 2, 3, 5, 10 premières minutes qu'on marche, mais après ça, ton corps est un peu réchauffé. Tu sais, c'est sûr que des fois, on est comme moi, mais on est dans la maison, tout emmitouflé. Ça ne me tente pas de m'habiller pour aller dehors, mais un coup, t'es allé. C'est ça. Puis c'est même mieux d'avoir un petit peu froid quand on part, parce que si on est déjà chaud, là, on va commencer à transpirer. Puis on va finir par créer l'habitude. Puis là, tu disais, on est en dedans, on est emmitouflé. On fait non. Je fais partie qu'on est si bien. Mais un coup qu'on est sorti, après c'est ça, mais tu sais, il faut se souvenir de comment on était bien. Puis tu sais, c'est ce qu'on se dit souvent dans les marches. Mon Dieu, ce matin, je regardais moins 20, mais je me souvenais de comment ça avait été le fun la semaine passée. Il faisait moins 20, il ventait, mais je suis revenue de là, tu sais, complètement heureuse, épanouie, les petites rouges. Oui, c'est ça, l'énergie du retour. Là, c'est ça, j'ai rencontré du monde, j'ai jasé avec des gens, c'était le fun. Vous le disiez tout à l'heure, durant la COVID, c'était nos moments de socialisation, dire on va dehors, mais on dirait qu'on a continué à le faire. Dire on s'en va dehors, on se retrouve tout au parc pour n'importe quel prétexte. Oui, c'est pour ça. Pour être ensemble et exact. Prendre une tous marche. Les prétextes sont bons. T'sais. Mais encore là, il faut avoir un parc. Hein? Je reviens à ce que recommandait l'Organisation mondiale de la santé, un parc à au plus de 300 mètres. Puis il faut être capable de se rendre au parc sans avoir d'embûches. C'est-à-dire que si c'est une autoroute qui se sépare du parc, ça ne marche pas. Si le trottoir n'est pas déblayé, il n'est pas déneigé, s'il n'y a pas de trottoir, ça ne marche pas. S'il n'est pas en état, il y en a des trottoirs. C'est ça. Si c'est pas en état, ou si tu arrives à un coin de rue puis il n'y a pas de passage piétonnier, il n'y a pas de feu piéton. De ne pas se sentir en sécurité ou l'espèce, moi je vais dire paradoxe, je ne sais pas si c'est le mot, là, mais c'est-à-dire je
je veux aller dehors, prendre une marche, mais là, mettons, il faudrait que je prenne la voiture pour me rendre à un parc, pour là, faire mon activité, revenir en voiture et être à la maison. C'est ça. Non, ça marche pas. Je veux dire, ça... Il faut que la nature elle fasse partie du quotidien. Prescrit nature, dans le fond, la prescription de la nature, c'est au moins 2 à 3 heures par semaine, au moins 20 minutes à la fois. Bon, on n'a pas parlé encore. Oui, si on vient Ouais, d'arriver c'est avec ça. le nom Prescrit Nature. Donc, vous Revenons à êtes l'essentiel. cofondatrice, on l'a dit au début, de Prescrit Nature. C'est quoi? D'où ça vient? Bien, Prescrit Nature, ça vient en fait, d'une initiative de la Colombie-Britannique qui s'appelle Park Prescription, donc la prescription de parc. Ce sont des professionnels de la santé qui ont initié ce mouvement-là en Colombie-Britannique pour faire connaître les bénéfices d'un contact avec la nature pour la santé, puis aussi pour mobiliser, convaincre d'autres professionnels de la santé d'intégrer ça dans leurs outils thérapeutiques. Dans la pratique. Dans la pratique, là, tu sais, madame, vous êtes stressée. Pas juste les pilules. C'est ça. Évaluant, tu sais, vos sources de stress, mais regardons aussi qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer votre stress. Et une des façons de faire, c'est de prendre contact avec la nature et de le faire au quotidien parce que les études médicales, elles sont probantes. Elles démontrent, hors de tout doute, que ça a un effet bénéfique pour lutter contre le stress. Et on sait le mécanisme physiologique qui fait en sorte que ça lutte contre le stress. Donc, c'était en Colombie-Britannique et il y a des professionnels de la santé ici au Québec qui ont envie de l'importer au Québec puis de l'adapter au Québec. Évidemment, c'est une initiative anglaise. Bon. Mais quand même canadienne. Quand même canadienne. C'est sûr qu'il y a eu une initiative qui a commencé aux États-Unis auparavant, à la fin des années 90. Donc, c'est pas le Canada, si vous voulez, qui a inventé ça, mais au Canada, c'est d'origine britannique. Et il y a une de ces professionnels de la santé québécoise qui s'appelle Dr. Claudel Pétrin-Desrosiers, qui est médecin de famille, qui est la présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, avec qui j'avais fait plusieurs projets. Elle avait participé à certaines des émissions télévisées que j'ai produites, dont je vous ai parlé, Chronique radiophonique à Radio-Canada. J'ai écrit des mémoires pour l'Association québécoise des médecins pour l'environnement qu'on a déposées à différentes consultations. Bref, on avait collaboré beaucoup ensemble, puis elle m'a appelé un jour pour me dire « Hey, Joanne, j'ai envie de fonder Prescrit Nature Québec avec d'autres professionnels de la santé. Est-ce que tu veux embarquer avec nous? » Et puis, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que j'adore travailler avec elle. Puis parce que ça, pour moi, c'est important de faire connaître les bénéfices de la nature. Vous aviez déjà toutes ces connaissances. C'est ça. J'avais déjà, tu sais, avec Ça marche doc, les émissions, on avait fait beaucoup de recherches, de littérature. J'avais écrit les synopsis parce que les émissions télévisées, Ça marche doc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on abordait une thématique médicale. Donc, la maladie cardiaque. On avait un cardiologue qui nous expliquait c'est quoi la maladie cardiaque, qu'est-ce qui pouvait si vous voulez, nous protéger contre la maladie cardiaque. Donc, marcher, faire du vélo, prendre le transport en commun, se protéger contre la pollution atmosphérique. Et après, en deuxième partie de l'émission, là, j'avais des urbanistes, des aménagistes qui disaient, comment est-ce qu'on fait pour aménager une ville qui nous incite à marcher, qui nous incite à prendre le vélo, qui nous protège contre la pollution atmosphérique. Donc, toutes ces connaissances-là, ce contenu-là, je l'avais. C'est sûr que, comme vous l'avez dit, je suis médecin vétérinaire. Je ne prescrirai pas de la nature. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites. C'est peut-être que c'est... Des petits chiens saucisses qui arrivaient joufflus, vous deviez dire
Faudrait qu'ils jouent dehors. Faudrait qu'il ait marché. C'est ça. Peut-être que ça serait bien pour eux. Mais bref, je suis embarquée avec eux parce que c'est un enjeu qui me tient vraiment beaucoup à cœur, que j'avais vraiment beaucoup approfondi. Puis ce sont des gens super sympathiques. Donc, on a travaillé là-dessus pour le franciser, mais aussi pour l'adapter, si vous voulez, au contexte québécois, puis vraiment ce qu'on a discuté d'une nature de proximité. En Colombie-Britannique, ça a été, si vous voulez, c'est une initiative qui a été subventionnée par BC Park Foundation, qui est une fondation pour des grands parcs nationaux qui sont en dehors des villes, qui sont absolument magnifiques pour la santé, parce que quand on va dans ces parcs-là, on a vraiment un contact là, extraordinaire. Il y a du trekking. C'est ça, mais on ne peut pas faire ça à tous les jours, puis ça prend une auto, puis ça prend des sous pour avoir accès au parc, puis non, on s'est dit non, vraiment... Nous, on veut miser sur la proximité parce que les gens, ils en ont besoin à tous les jours. Puis les gens les plus vulnérables, les plus pauvres, souvent, ils n'ont pas de nature dans leur milieu de vie. Donc, on a francisé, on a adapté pour vraiment mettre l'emphase sur la nature de proximité. On a lancé ça il y a 2 ans, en pleine pandémie. Puis, on a eu un succès fou, là, je veux dire, parce qu'on a fait ça bénévolement, sans aucune ressource. Puis maintenant, on a plus de 2000 professionnels de la santé qui sont inscrits, qui sont devenus membres de Prescrit Nature et qui incorporent ça dans leur outils thérapeutiques. On a... Donc, quand eux reçoivent des patients, que ce soit pour vous disiez tantôt l'exemple des problèmes cardiaques ou d'anxiété, de stress, dépression, c'est ça. Là. Donc, ils incorporent ça, là, si vous voulez, dans l'arsenal thérapeutique là, qu'ils proposent à leurs patients. Et, je dirais même, dans le collectif, il y a Dr. Caroline Laberge, qui est médecin famille, qui, pour certains patients, elle va s'asseoir avec lui et elle va chercher à l'ordinateur où est le parc le plus proche de chez lui pour lui dire, écoutez, voici le parc, il est là, voici le chemin pour vous y rendre, je vous le prescris, et on le sait. Dans sa routine. C'est ça, et on sait que quand on le prescrit de façon écrite, ça a plus de chances d'être incorporé dans la routine de Fait que c'est comme d'utiliser la notoriété ou je veux dire le bon pouvoir, l'autorité professionnelle. C'est ça, la crédibilité. La crédibilité, hein, parce qu'on sait quand on regarde... C'est ça, quand on regarde les sondages qui sont faits au Québec sur les différentes professions, c'est les professions qui sont les plus crédibles par les Québécois, ce sont les professionnels de la santé. Donc, voilà, c'est d'utiliser cette crédibilité-là, puis en même temps, ça fait partie de leur mission professionnelle, la santé. Donc, c'est d'utiliser ça là, pour qu'ils l'incorporent dans leur pratique quand c'est approprié. Là, c'est sûr que c'est pas ça qui va, par exemple, traiter le cancer. On s'entend que ça ne traite pas tout. C'est pas ça qui va traiter le cancer, mais en même temps, les gens qui ont un diagnostic de cancer, ils sont stressés, ils sont anxieux, ils peuvent être déprimés. Donc, ce contact-là avec la nature, ça permet de prendre une marche avec son amoureux. De mieux vivre, c'est ça. De même parler, des fois, juste en marchant en forêt, il me semble, ça te délousse, puis tu te mets à jaser, puis à un moment donné, ça fait 1 heure. Là. C'est ça, tu commences à jaser à bâton rompu, et puis là, finalement, tu finis par dire des choses que tu n'avais jamais osé dire, ou que tu n'avais jamais comprise, puis ça permet ça. Là. Ça enlève la télévision. Des fois, il y a une télévision, une tablette à la maison. Oups, tu t'en vas prendre une marche avec un ami, un conjoint. Exact. C'est comme, je sais pas, si vous connaissez, il y a une chanson de Jim Corcoran qui dit « On s'est perdu dans la même pièce ». Ben là, ça permet de se retrouver dans la même forêt. C'est beau, on fait de la poésie ici, les amis. Quelqu'un qui n'a pas ça nécessairement comme réflexe, on parle comment est-ce qu'on peut initier ça dans un parent qui décide, bon, moi j'ai des enfants de 12, 13, 14 ans, je veux que mes enfants ne bougent pas assez ou sont beaucoup trop sur leur tablette devant la télé. Puis, comme je disais tout à l'heure, les enfants ont beaucoup d'anxiété à l'école en ce moment. Comment est-ce qu'on peut les convaincre ou initier ça, en même temps se faire du bien à nous? Bien, c'est sûr qu'il y a plein de... Je pense qu'il y a plein d'opportunités qu'on peut saisir. Puis évidemment, ça
ça dépend aussi, ça dépend du lieu où on vit, Ben, ça vous disiez dépend tout des à l'heure- ressources qu'on a. Vous donniez l'exemple du médecin qui s'en va voir les parcs, les ressources qu'il y a autour. C'est quelque chose de facile à faire qu'un Google Maps. Oui, ou c'est un- ça, là. Tu sais, donc, ça peut être un parent qui propose aux enfants, ben écoutez, on va aller, il y a un terrain de pickleball pas loin de chez nous qui vient d'être construit, c'est comme un nouveau spa. On va y aller à pied. Mm. Ça se fait, j'ai vu, il y a un chemin, on va y aller à pied, on va jouer, on va apporter un lunch. Puis, en le faisant, ben les enfants finissent par réaliser que c'est le fun. Puis, je veux dire, s'ils n'aiment pas le pickleball, tu sais, ça peut être autre chose. Ça peut être... Ils vont peut-être résister un petit peu au début, mais si on en fait, à chaque, je sais pas, 1 fois ou 2 par semaine, on fait une activité en famille de quelque chose qu'ils aiment, ça va devenir dans la routine. Oui, puis on peut emmener des copains aussi. Là, tu sais, des fois, c'est plus facile quand il y a des copains. Tu sais, puis c'est de trouver le sport qu'ils aiment, où ils ont des copains, où ils se retrouvent. Donc, je parle du pickleball, mais... Ça peut être des sentiers, tout ça simplement peut être, près de la maison. Ça peut être des sentiers près de la maison. Ça peut être d'aller construire des petites maisons ou un petit village avec des bouts de bois. C'est sûr que ça dépend de l'âge de l'enfant, mais tu sais, avec des petits bouts de bois, ça peut être une chasse au trésor. J'ai déjà fait ça avec l'anniversaire de mon fils. Une chasse au trésor avec tous ses copains lors de sa fête. Puis il était dehors, puis il essayait de trouver des... Tu sais, je pense que c'est d'essayer de faire le tour de ces possibilités, des possibilités du milieu, des intérêts. Chaque enfant est différent. Oui. Nous, le ski, ça a été vraiment quelque chose, un grand succès, mais en même temps, il faut avoir les sous pour payer l'équipement de ski. Ouais. Puis, les passes, puis tout ça, du ski te font pas loin, c'est moins cher, juste des raquettes. C'est ça, le raquette, on allait dans le parc en face de chez nous, dans les raquettes, jouer, aller faire l'ange ou juste la sur neige, le terrain. Simplement faire un phare. Faire un phare, oui, c'est ça. Là, il faut trouver des choses simples puis qui accrochent les enfants. Juste un tas de neige dans le cours. On dit aux déneigeurs, mettez la neige là. On fait une butte. Là, puis on fait une butte, là, puis on glisse, puis on monte sur la butte. Puis là, c'est sûr que si vous avez des garçons, ils vont commencer à essayer d'en pousser un en bas. Bon, mais ça développe notre ministre de l'Éducation recommandait le roi de la montagne. Mais ça, il faut apprendre à faire en sorte que nos jeux aient, si vous voulez, une certaine part de possibilité d'entorse ou quelque chose, mais qui ne soit pas dangereux, mais il faut accepter que l'enfant, c'est ça, il puisse se cogner le coude, il puisse revenir tomber avec une échymose, mais il peut se tomber, mais en même temps, pour eux, c'est une source de bonheur, ça permet de développer leur motricité, ça permet de développer leur faculté intellectuelle, d'entrer en relation avec les autres. Je dis parfois, des aventuriers, ça vit des aventures. Ça exact. Si on était sur le divan à la maison, on ne serait jamais tombé. C'est ça. Et là, on marche en montagne. C'est normal qu'à maintenant, on s'enfarge dans une roche ou quelque chose. C'est la vie. C'est ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est un bel héritage à leur donner parce que, bon, ils peuvent, dans un moment de leur vie, se détacher de cet héritage-là parce qu'ils ont des objectifs, ils ont des défis à relever, mais à un moment donné, un petit peu plus tard, ils peuvent revenir dans leur vie à Ah, c'est vrai, les randonnées, j'avais du plaisir quand j'allais avec mes parents. Nous, avec les enfants, ce qu'on a fait aussi l'été, ce sont des expéditions de canot sur des rivières. Et puis, mon fils a 26 ans, ma fille a 22 ans. Et puis, ils veulent revenir avec nous en canot. Puis, c'est difficile d'orchestrer tout ça. Avec les agendas, là? Oui, c'est ça. On partait une semaine complète. On le fait encore maintenant, mon mari et moi, avec des copains. Puis c'est difficile d'insérer ça dans l'agenda des enfants qui travaillent. Mais ils nous demandent une fin de semaine. Donc, durant l'été, une fin de semaine, on fait du canot avec eux. Ça vient donner un petit coffre à outils. Oui, c'est ça. Ce que j'entends, en fait, c'est ça. C'est que peu importe si on n'est pas professionnel de la santé, pour venir, comment on peut prescrire ou en tout cas outiller, sensibiliser, favoriser que, du moins, si on est parent ou personne significative ou
toute autre personne, parce que, tu sais, on travaille avec les gens, les professeurs, etc. C'est un peu accompagner, puis le faire ensemble. Donner du temps à la personne, à l'enfant, un neveu, une nièce, un petit enfant, dire « Hey, est-ce que tu viens patiner avec moi? » C'est ça, Au lieu de le faire sortir de son divan et de la tablette ou du téléphone. Oui, exact. On va attraper des flocons de neige. Ouais. C'est juste ça. Là, on va aller en haut de la montagne pour trouver ça beau. Tout à fait. Non, mais c'est... puis tu sais, je pense que pour les éducateurs qui ont quand ils ont cette possibilité-là dans leur milieu, tu sais, pour eux, c'est, comme on le disait, pour ceux qui travaillent, c'est bénéfique, mais pour leurs enfants aussi, c'est un bel héritage à leur donner. Là, il y a une CPE à Québec qui, à chaque jour, allait dans un minuscule petit boisé, là, le boisé Rochebelle, qui est comme un boisé, c'est comme un petit mouchoir de poche, là. Mais à chaque jour, ils emmenaient leurs enfants dans ce boisé-là qui est à l'intérieur, parce que les gens... il est tellement petit, les gens l'ont tellement fréquenté qu'à l'intérieur, il y a comme une place tapée, comme ouverte, puis ils sont là, puis ils sont entourés par les arbres. C'est comme être dans une cathédrale de verdure. C'est quelque chose de magique. C'est une couronne naturelle. C'est ça, exact. Donc, tu sais, c'est pas toutes les CPE qui ont cette opportunité-là, cette possibilité-là, mais tu sais, quand tu l'as, c'est d'être capable de le voir, puis d'être capable de faire la démarche aussi. Ben, je l'avais dans mes questions. Donc, les éducatrices, autant les parents, les enseignants mettent un peu de nature dans, si c'est possible, au niveau de votre matière, dire « Hey, aujourd'hui, il fait beau, on regarde par la fenêtre, est-ce qu'on va faire cette activité-là? » Tu sais, souvent, il y a des tables de pique-nique dans les cours. Oui, c'est ça. Puis d'être prêt. Exact, mais de transformer nos écoles. Tu sais, il y a combien d'écoles? Quand on les regarde, il y a la bâtisse, un peu comme je vous ai décrit, ma polyvalente. Oui. Il y a la bâtisse, il y a la cour d'asphalte, la clôture frost, puis 3 brins de gazon. Il y a des parents qui se prennent en main avec les enseignants, avec la direction d'école, ils impliquent les enfants, puis ils arrachent l'asphalte. Puis ils plantent des arbres, puis ils plantent des arbustes, puis ils font un petit potager, puis ils installent des petits coins où les enfants, des bancs, là, tu sais, les enfants peuvent aller s'asseoir. Ils ne sont pas toujours être obligés dans une activité organisée. Là. Ça leur prend à un moment donné d'avoir quelque chose de désorganisé. J'ai eu un gros examen, je peux aller relaxer dehors. C'est il y a ça. des arbres pas loin, des fleurs. C'est ça, quelque là, chose puis de beau. tu sais, je jase avec inventer un jeu. Puis... invente un jeu. J'ai emmené mon jeu de cartes, je joue aux cartes avec mon copain. Tu sais, c'est ça qu'il faut faire dans nos écoles québécoises, c'est les transformer. Ça se fait, il y en a tu sais, comme le mouvement est parti, là, mais il en faut plus. Puis c'est pas facile, là, tu sais, arracher de l'asphalte, là. Non, c'est un projet. C'est un projet, là. Fait qu'il faut avoir des bras, il faut avoir l'appui, c'est ça, l'appui de la direction. C'est ça, il faut avoir des sous, puis, mais tu sais, il y a des gens qui sont tellement créatifs, qui vont chercher comme commandite, je vois construction ici, construction Rivard devant la porte, tu sais, qui vont chercher des gens en construction puis lui disent, écoute, est-ce que tu veux collaborer à notre projet de verdissement d'école puis venir avec ta pépine nous arracher une coupe de pieds carrés d'asphalte. Même pour les immenses toits, faire des toits verts ou des choses comme ça, juste pour la température à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut que ça soit conçu au départ. Là. Mais oui, il faut repenser la façon dont on construit nos écoles. Il y a un beau mouvement au Québec de construire des écoles qui sont plus lumineuses, qui incorporent plus d'éléments naturels, comme le bois aussi, avec des aires ouvertes. Mais il faut s'occuper de l'extérieur de nos écoles pour les verdir, pour mettre plus d'arbres, plus de biodiversité, plus de petits coins détente. Pas que ça a l'air d'un parking de centre d'achat. Oui, c'est ça. C'est tellement triste. Là. Oui. Hein? C'est gris. C'est gris, puis ça mine le moral, puis ça mine l'envie d'être là, puis d'y aller le matin. Là. Oui, puis c'est ça, tu le nommais aussi tantôt pour les jeunes, mais pour tout
le personnel, puis on parle de plusieurs bâtisses, plusieurs organisations, là, pour tout le monde, quand c'est des endroits plus lumineux, plus ressourçants, à la limite, là, on passe beaucoup de temps, là, les enfants, ados et jeunes adultes passent beaucoup de temps à l'école. Nous, on passe beaucoup de temps au travail, l'environnement, c'est pas à négliger. Puis qu'est-ce que tu penses? Pourquoi que dernièrement, on a comme on lit ça beaucoup aussi, là, OK, là, au Québec, on a envie de changer les choses, mais qu'est-ce que tu perçois qui a été comme un élément déclencheur de faut réaménager, faut... Je pense qu'il y a toutes ces études médicales-là qui ont été publiées, puis c'est vraiment une courbe exponentielle. Là. Quand on va dans des moteurs de recherche là, comme PubMed, on voit qu'il y a des études qui ont été publiées. En fait, la première étude qui démontre les bénéfices de la nature pour la santé, elle a été publiée en 1987. OK? Puis c'est un chercheur qui a pris des patients dans un hôpital qui avaient eu exactement la même chirurgie. OK? Il y avait un groupe qui était dans une chambre d'hôpital dont la fenêtre donnait sur un mur de briques et un groupe qui était dans une chambre d'hôpital dont la fenêtre donnait sur un arbre, donc dans la nature. Et il a suivi ces patients-là et il a démontré que les patients qui avaient une vue sur un arbre se rétablissaient plus rapidement, c'est-à-dire qu'ils quittaient l'hôpital plus rapidement. Il y avait moins besoin d'antidouleurs, de médicaments. Et ils souffraient moins si vous voulez, de problèmes secondaires, comme des migraines, de la fatigue ou des choses comme ça. Donc, les patients qui avaient une vue sur la nature se rétablissaient plus vite que ceux qui n'avaient pas de vue sur la nature. Donc, c'était comme la première étude vraiment médicale, scientifique, en 1987. Fait que là, il y a des gens qui ont fait « Ah, wow! » puis qui ont commencé à s'intéresser à ça. Et puis, il y a vraiment eu comme une courbe exponentielle qui a débuté au début des années 2000. Déjà, à l'époque, ils nous montraient, quand moi je commençais à enseigner, ils nous montraient les écoles scandinaves versus nos écoles. Et comment qui étaient leurs nouvelles écoles, tout dans les grands espaces communs, l'aménagement extérieur, lumineux, puis on se disait, nous autres avec nos cubes de béton. C'est ça. On y croyait pas. Wow, c'est Walt Disney à comparer nous. Là, ça a l'air d'un milieu pas mal plus invitant pour travailler et pour étudier. Et pour étudier, exactement. Là. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'on avait comme négligé. Puis avec toutes ces données médicales-là, c'est devenu comme incontournable. Tu sais, je veux dire, on peut pas... On désire tous la performance, le succès de nos enfants. On désire tous qu'ils soient heureux, bien dans leur peau, puis leur donner en héritage un bel avenir. Donc, c'est important de le faire pour eux. Puis, comme je l'ai dit aussi, c'est important dans le grand enjeu des changements climatiques qui sont la principale menace à la santé présentement au 21e siècle, de se tourner vers ça parce que ce sont le verdissement, une solution d'adaptation au changement climatique. Mais parce que l'auto occupe 50% de l'espace de nos villes, si on ne change pas notre façon de se déplacer, on ne peut pas verdir. Parce qu'à chaque fois qu'on veut planter un arbre, il y a une case de stationnement. Puis c'est ça, le grand défi, tu sais, dans choix à faire. Dans les villes, c'est oui, on veut verdir la rue, mais qu'est-ce que j'enlève, là? C'est ça, l'espace est déjà occupé par l'automobile. Ça fait que la façon de faire ça, c'est d'offrir d'autres façons de se déplacer, donc d'investir dans le transport en commun, d'investir dans les pistes cyclables, de réaménager nos villes pour qu'elles soient de courte distance. Donc, au lieu d'aller placer le nouvel hôpital en dehors de la ville, on le place au centre de la ville. Nos institutions, on les met au centre de la ville pour que ce soit accessible comme ça par ces autres modes de transport-là. Puis à partir du moment où on est capable de faire ce virage-là, on dégage de l'espace pour verdir nos villes, pour faire des parcs, pour faire des places publiques où les gens peuvent se rassembler, échanger, élargir nos trottoirs, pour avoir des terrasses sur les trottoirs. Oui, aussi, même des spectacles extérieurs qu'on voit de plus en plus aménagés, des petites estrades, tous les gens qui se retrouvent pour aller voir des spectacles de musique, de théâtre. Alex, j'ai vu ça dans les Laurentides beaucoup, là, mais j'ai trouvé ça magnifique. Exact. On récupère nos villes pour l'humain, tu sais.
On les rend à échelle humaine, on les construit à échelle humaine. Et ça, il y a toute une liste de bénéfices. J'ai parlé de la santé mentale. Donc, on a vu du côté de la santé mentale. Du côté de la santé physique, ça permet de diminuer l'obésité, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, le cancer, les douleurs musculaires, parce que quand on marche, ça nous permet de lubrifier nos articulations. Et puis, évidemment, ça améliore, si vous voulez, notre intellectuel. Parce que là, on sait que ça permet de lutter contre la maladie d'Alzheimer, par exemple, de faire de l'exercice. Ça vient vasculariser notre cerveau, apporter un petit peu d'oxygène. Et tout ça nous permet de mieux vieillir, avoir une meilleure qualité de vie en vieillissant. Oui, c'est ça. Exact. Et de réduire la congestion du système de santé et de réduire les coûts en santé. Parce que ça aussi, c'est un enjeu. Et on le voit présentement, il y a une partie de la population qui n'a pas accès au système de santé, en tout cas, facilement. Ils n'ont pas accès aux médecins ou c'est la porte d'entrée difficile. C'est ça, la porte d'entrée. Et les coûts en santé, je veux dire, explosent parce que les gens, parce qu'ils sont de plus en plus sédentaires, ils sont de plus en plus malades et ça fait en sorte qu'ils ont besoin de plus consommer de soins de santé. C'est qu'ils ont été capables de renverser la roue, de renverser la tendance. Mais finalement, il faut s'auto-prescrire notre santé. Qu'est-ce qu'on fait pour notre santé? Oui, mais c'est ça, il faut... Puis en même temps, je veux dire, il ne faut pas se culpabiliser parce que c'est ce qui est à l'extérieur de où on vit qui a un impact sur notre santé. Aussi, Ça fait qu'il faut... Et puis c'est pour ça que, tu sais, dans toutes nos initiatives, vous l'avez dit, on fait du lobbying, on sensibilise les élus, les acteurs du milieu à cette importance-là. Puis on a fait un événement aussi qui s'appelle Ça roule doc, donc pour faire la promotion du vélo utilitaire pour la santé, parce que ceux qui se déplacent à vélo pour aller au travail, bien, ça permet de réduire le risque de cancer de moitié, le risque de maladie cardiovasculaire de moitié. Ça réduit leur absence au travail de 15 %, ce qui est super important pour les employeurs. Et ça fait trois fois qu'on fait notre Ça roule doc à Québec avec notre président d'honneur qui est Bruno Marchand, qui est le maire de Québec. Et à la blague, je le présente comme notre docteur des villes. C'est lui qui les guérit. C'est ça, notre docteur des villes, parce que ce sont eux qui, en quelque part, ont le pouvoir de créer des aménagements favorables à la santé. Donc, c'est vraiment au niveau municipal, mais ils ont besoin des autres paliers de gouvernement parce que pour le financement du transport public, c'est important que le provincial s'en mêle, que le fédéral s'en mêle aussi. Là. Donc, ce que les gens doivent retenir, si je dois retenir une chose, c'est votre travail de lobbying, c'est d'aller faire réaliser aux différents niveaux de gouvernement que c'est un investissement, qu'à long terme, en ayant des installations sportives, en ayant des parcs, en ayant des espaces verts, ils vont sauver de l'argent sur les coûts de santé mentale, physique. Exact. Puis on travaille sur le bien-être de la population. Et aussi la qualité de vie en général. Exact. Puis la rentabilité, là, elle est faramineuse. À Toronto, ils ont évalué que s'ils transféraient 5 % des gens de l'auto au transport en commun et 7,6 % des gens de l'auto au transport actif, donc le vélo et la marche, qu'ils économiseraient 2,2 milliards de dollars par année en coûts de santé. Et c'est énorme. C'est énorme. Ça permet d'en payer. Retenez ça, ceux qui font c'est mes taxes des qui autobus. payent ça, ces parcs-là. Oui, tant mieux. C'est ça, exact, parce qu'en bout de ligne, ça sauve en quelque part là, dans le budget là, du gouvernement provincial là, qui est responsable de la santé au Québec. Y a-t-il une chose, avant que je vous laisse, là, il nous reste quelques minutes, si les gens doivent retenir un élément, nous, on veut que les gens qui ont écouté l'émission jusqu'ici, si vous avez écouté au complet, convaincre leur entourage de nous écouter, ça serait quoi l'argument de dire « Hey, écoute cet épisode-là parce que... » Parce que c'est extrêmement important pour ta santé, ton bonheur, ton bien-être, pas juste à toi, mais tes enfants, tes parents, ta communauté, tes amis. Et ça va permettre de faire en sorte qu'il y ait aussi
une prospérité économique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Les milieux qui sont bien aménagés attirent les jeunes, attirent les tu vas avoir un milieu les gens où qualifiés. Ils bon vivre aussi. C'est donc, ça, effectivement. attire les gens qualifiés. Donc, c'est aussi signe de prospérité économique, là, tout de ce dont on vient de parler. Les gens vont vouloir venir vivre dans ta ville, si c'est bien aménagé. C'est vrai. Oui, c'est vrai. vrai. Ce qui fait bon vivre. C'est vrai. On a reçu une médecin qui habitait Toronto, puis elle est venue en congrès ici. Non, elle s'est fait proposer une job. Elle a juste vu le bord du lac, la piste cyclable. Elle a fait oui, ça m'intéresse. Elle a signé pour 4 mois, puis ça fait 11 ans qu'elle est ici. Wow. Donc, c'est beaucoup ça qui Non. l'a attiré, la piste cyclable et le bord du lac, la forêt. Mais merci beaucoup d'être venu. Puis je retiens aussi de ne pas avoir peur de transmettre ça à nos enfants. Tu sais, elle disait tout à l'heure, j'ai amené mes enfants faire du canot. Oui. Probablement que vos enfants, par la suite, vont faire la même chose avec leurs J'espère. enfants. Ça devient une tradition. Ce qui est beaucoup mieux que de fumer et que vos enfants fument par la suite. Oui, Je peux effectivement. me permettre un commentaire. Moi, ce que je retiens, c'est d'oser aller dehors, peu importe qu'on soit professionnel de la santé ou pas, qu'on accompagne nos jeunes enfants, nos ados, nos jeunes adultes, même nos personnes vieillissantes à aller dehors. Puis que c'est un peu c'est l'affaire de tout le monde. Puis on n'est pas obligé de faire 3 heures dehors. Non, c'est ça. Là, 10 minutes, c'est déjà bénéfique. Là, on vise 20 minutes, mais déjà 10 minutes, là, c'est déjà bien. Là. Ça fait que, tu sais, Aller prendre une marche sur l'heure du dîner ou le matin, le midi, le soir. Oui, exact. Là, au lieu de faire, faut que j'aille marcher 1 heure. Mais faites une petite marche de 10 minutes le matin, 15 minutes sur l'heure du dîner, puis après ça, après le souper, aller faire une autre petite marche. Là, de le scinder comme ça, on finit par le faire, et puis c'est facile, c'est le fun, on a du plaisir. Et votre corps vous le rendra. Exact. Et votre esprit Et votre aussi. esprit, oui, énormément. Merci beaucoup à la docteure Joanne Elsner. Merci également à ma partenaire, Andrea Godette de Montigny. Merci à toi, Pascal. D'Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. En conclusion, merci à vous, cher public, de nous avoir écoutés, chers alliés de la réussite. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous allez prendre le temps d'aller écouter nos autres épisodes si vous avez aimé ça. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur Prescrit Nature et les autres programmes que Joanne est impliquée, je vous invite à aller sur notre page Facebook. On va mettre les différents liens de tous ces organismes-là. Et si vous êtes curieux, allez dehors puis écoutez-nous en marchant dans le bois tranquillement. Quelle bonne idée. Quelle belle idée. Merci. C'est la prescription. La prescription Je vous prescris collective. ça sans aucune forme d'autorité. Prescription collective. Exact. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Joanne.